euh, l'impression que Talon veut qu'on garde souvent de lui, c'est qu'il donne l'impression qu'il est le seul, le premier président du Bénin ou bien le premier président de l'Afrique. Pour l'instant, tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a investi dans un rôle où finalement il a le pouvoir des immunités, des trucs qui le protègent. Mais à un moment donné, pour peu qu'un démocrate, parce qu'à un moment donné, si l'explication ne veut pas le faire dans le dialogue avant lui-même, et quelqu'un d'autre qui va venir et va chercher comment le faire, parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison et qui n'ont rien fait. Et je prends le cas de, bon, entre autres, hein, mais ça, c'est on peut l'attribuer aussi au prochain, je vais voir. Quand le groupe de travail de l'ONU, il dit que le Bénin n'a plus produit aucune preuve que la ministre honoraire du Bénin, Ricard Madougou, ait fait quelque chose. On dit non, mais on ne le libère pas. Parce que finalement, là, un exemple, quand Talon aussi est venu, on dit que le Bénin me devait des milliards. Quand il a appris qu'est-ce qui s'est passé, donc, dit que je ne protège pas ses arrières, mais c'est bon, c'est bien beau de faire une déclaration. Et pour la presse, je ne dis pas qu'on va lui demander des comptes jusqu'à l'emprisonner. Mais il y a aussi tout au moins le jugement moral. Le moment viendra, on va se dire, mais il faudrait qu'on s'explique sur ce qui s'est passé. On est quand même un pays. Et ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Ouais, vous, donc, s'il a besoin de personne, ça, c'est bien. On ne peut pas interdire à quelqu'un de faire les déclarations qu'il veut. C'est de faire cette déclaration, mais derrière, il faudrait que c'est d'un pays qu'il s'agit. Maintenant, c'est vrai que rapidement, on peut mettre des trucs dans des immunités, dans des amnisties, comment on appelle, oui, général des gens. Mais quelque part, c'est son nom quand même. Il a dit ce pays, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, ou finalement, depuis 2019, en tout cas. Mais le pays est dirigé dans la violence et aussi dans la caporalisation des institutions de contre-pouvoir. C'est vrai que les démocrates sont là aujourd'hui. Bon, voilà, ça semble bouger un peu. Mais ce n'est pas encore ça. Parce qu'on organise des élections aujourd'hui, M. Jossou. Ça va se passer exactement comme ça s'est passé les autres années les autres élections qui sont passées. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a évolué? On n'a pas du tout évolué. Et c'est la conditionnalité, c'est à cette condition que ce régime-là puisse se perpétuer juste là. Pas la force, et pas la ruse, et pas tout. Et pas aussi ceux qui ont commencé là maintenant, communicateurs à travers, et on organise des spectacles, et parce que pour distraire les gens. Non, mais c'est plus que ça, en fait, l'affaire. Et pour beaucoup, certains commencent à voir venir ça, mais c'est quand ça va. En direct du studio Nelson Mandela, bienvenue à Dimanche, on se dit tout. L'émission de ce dimanche sera consacrée au développement des grands sujets d'actualité. Au cours des dernières semaines, Patrice Talon a multiplié des sorties pour expliquer, pour justifier, pour dire, pour se contredire et parfois même pour faire économie de vérité sur ce que tous les Béninois savent pourtant. Ce regain soudain de communication, loin d'apaiser les Béninois, ne fait qu'ajouter la suspicion à la confusion. Il est alors légitime de s'interroger sur les intentions réelles de l'homme, sur les grandes préoccupations du peuple béninois. Pour en parler, nous avons invité pour vous M. Michaela Kassoumou, observateur attentif de l'actualité politique au Bénin. Bonjour, M. Kassoumou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, monsieur Jules Dossou, bonjour à vos internautes, et je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau. Bonjour aussi à nos internautes qui sont déjà en direct avec nous sur notre plateforme BiAfrica Web TV. N'oubliez pas de partager et d'aimer le direct pour une large audience. Abonnez-vous aussi à nos comptes TikTok et puis YouTube, Jules Jossou, pour avoir la vidéo finale plus tard. Je ne saurais commencer cette émission sans prendre quelques minutes pour rendre hommage à notre ami et frère Suleiman Harouna, un habitué de ce plateau, un homme de grande foi qui croit à ce qu'il dit et qui dit ce qu'il croit. Suleiman Harouna était un homme de foi, un homme dont la conviction était aussi solide que le roc le plus dur. Suleiman Harouna était bien plus qu'un simple ami, bien plus qu'un simple membre de notre communauté. Il était un pilier, une lumière qui illuminait nos vies de sagesse et de bienveillance. Malheureusement,
Monsieur Suleiman Harouna nous a quittés subitement cette semaine. Son absence laisse un vide immense dans nos vies, un vide que même les mots les plus poignants ne pourront jamais combler. Le 7 janvier dernier, il était encore sur ce plateau. Voici ce qu'il nous disait par rapport à une probable révision de la Constitution. Il y aura sûrement la révision, mais beaucoup ne voient pas le changement de constitution, puisque ce dernier parle, titille, martèle et parle de refonte totale. Il parle de refonte totale, il parle de constituant. Hein, et donc, mais il y a bel et bien l'article 58 de la Constitution qui donne le pouvoir au président de la République de passer par voie référendaire. Donc, la lecture qu'il faut se faire, dans ce cas, la lecture qu'il faut se faire, c'est qu'il faut voir le côté, et comment dirais-je, un secret que le président de l'Assemblée a mal titillé, a mal révélé, et qui aujourd'hui s'est révélé au peuple béninois comme pratiquement une stratégie et pour quand même changer, je pèse mes mots, changer la Constitution. Donc, changer la Constitution, ça peut être pratiquement tributaire de l'article 58 de la Constitution qui donne le droit au président de la République de passer par voie référendaire. Une fois que cela est soumis par voie référendaire, on connaît comment est-ce que les résultats de ces élections se passent. C'est pratiquement, pratiquement, on sait ce qui se passe. Donc, si le référendum se passait et passait au 8, c'est que les mêmes personnes peuvent donner un clin d'œil aux démocrates en ce qui concerne toutes les exigences qu'ils veulent. Ils peuvent dire, par exemple, que bon, le compteur est pratiquement à zéro. Et voilà, comment dirais-je, le candidat du parti, les démocrates, peut participer aux élections dans une nouvelle république au même titre que le président, le candidat de la mouvance. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça que le président de la République a vite donné son feu vert en ce qui concerne l'audit de la liste électorale? À toute sa famille et ses amis, nous leur présentons toutes nos sincères condoléances. Puissions-nous nous souvenir de lui, non pas avec tristesse, mais avec gratitude pour le temps que nous avons eu la chance de passer à ses côtés. Monsieur Kassoum, vous avez partagé parfois le plateau avec Suleiman Harouna. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'homme? Merci Jules Jossou. Je me joins à l'hommage que vous rendez à notre compatriote Suleiman Harouna de la communauté diasporique des États-Unis. Je suis vraiment très touché parce que, comme vous le dites, on a effectivement on a fait des émissions ensemble. Il m'a invité sur son plateau et aussi sur d'autres plateaux, on a dû discuter. Je retiens de lui quelqu'un de grande conviction, ça c'est sûr. Mais avant cela, je dis d'abord mes pensées vont à l'endroit de sa famille, de ses enfants, de sa femme, à l'endroit de son frère connu, l'ambassadeur Aruna, et aussi de la communauté journalistique à laquelle pardon, il appartient, qui est Tempo Africa. Et donc, à tout cela, je dis mes pensées émues, je dis mes condoléances et surtout du courage à sa famille. Donc, je reviens au fait que c'est notre compatriote Suleiman Harouna, un homme de grande conviction. Il est communicant, certes, mais il est impliqué dans la vie politique de notre pays. Et aussi, il est panafricaniste aussi. Je ne rappelle pas tout ça, ce n'est pas l'objet. Donc, depuis les temps de Kérékou,
il a traversé tout ce temps jusqu'à maintenant et beaucoup pensent souvent que c'est quand on n'a rien à faire dans la diaspora qu'on se dit, on veut se distraire, faire de la diversion, une distraction, qu'on fait de la politique ou bien qu'on veut donner des idées pour changer les choses au pays, non. Donc voilà, le grand frère Aruna qui consacre énormément de temps pour la participation de la communauté de la diaspora à l'émergence, à la restauration de la démocratie au pays, de la justice et de l'état de droit. Donc, tu vois, je suis encore sur le coup du choc. Et voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si, si je me suis, si je me suis, j'ai bien fait. Voilà. Je ne suis pas encore revenu du choc jusqu'à présent parce que c'est quelqu'un, j'étais quand même proche de lui, comme comme vous aussi peut-être. Merci beaucoup à nos internautes qui sont déjà en direct. Si vous l'avez connu aussi et vous voulez laisser un mot à sa famille, vous pouvez laisser juste en commentaire un petit mot pour notre compatriote qui nous a quittés subitement cette semaine, M. Souleymane Harouna. Le 8 février, Patrice Talon était face à la presse. Il a notamment insisté sur le fait qu'il n'est pas demandeur d'une nouvelle révision de la Constitution et que le projet actuellement à l'Assemblée n'est pas de son initiative. Monsieur Casmon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce dossier est définitivement clos? Le dessus de la révision de la De la Constitution, révision, oui. ouais, mais bon, on ne peut pas le dire avec certitude parce que nous sommes en face d'un homme qui ne tient jamais parole. Et je le dis brutalement comme ça parce que c'est devenu la réalité, c'est même devenu une chanson un peu partout maintenant. Quand vous avez en face quelqu'un comme M. Talon et vous dit quelque chose le jeudi et le vendredi fait carrément autre chose et sans que ça lui en coûte, et on ne peut pas quand même accepter, on ne peut pas accepter d'un coup penser qu'il dit vrai. Encore que ce n'est pas, et ça ne revient, la décision de changer une constitution, ce n'est pas un livret de famille où on s'en va dire, bon, le nom de telle identité, telle personne mal écrite, au lieu d'amener ça même à la mairie, je le fais moi-même. Donc, on n'a pas à attendre de la bouille du chef de talon si la constitution sera révisée ou pas. Et quand il dit qu'il ne change pas de virgule, personne ne croit en cela. Et c'est le même talon qui a dit qu'il fera un mandat unique, il ne l'a jamais fait, il s'est donné 45 jours. Et c'est le même talon qui dit aux gens là, je vais libérer dans quelques semaines des jeunes qui n'ont rien fait, parce qu'il lui, à un moment donné, il a été convaincu qu'ils n'ont rien fait. Il ne les a jamais libérés. Entre autres, rapide, pour lui donner quelques exemples. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'exemples. Il est connu pour être quelqu'un qui ne tient pas parole. Voilà, c'est dit. Malheureusement, dans les sociétés, on ne dit pas qu'un grand ne tient pas parole, mais là, on est obligé de le dire parce que là, on est en politique. C'est pas manquer de respect à quelqu'un. Je lui dis, c'est un fait qu'on constate. Donc, le dossier n'est pas clos. Il faudrait quand même qu'il y ait une certaine vigilance sur cette constitution. Et en soi, ce n'est même pas le fait que la constitution est faite pour être changée, mais c'est les conditions dans lesquelles on change ça dans notre pays et qui pose problème, surtout sous cette gouvernance de talent. Voilà. Pourtant, le dossier qui est actuellement à l'Assemblée a été porté par un député membre de la majorité parlementaire. Est-ce que vous pensez que ce dossier a pu être introduit sans l'accord préalable du promoteur de ce parti politique? Ouais, je vous utilisez à dessein sans doute promoteur parce que c'est dit que le truc ressemble à un travail de commerçant et aussi de gens qui sont dans des. C'est quand même bizarre parce que monsieur Hassan Sebou ne peut pas quand même se lever seul comme ça, aller déposer une constitution et sans consulter son patron. Voilà, c'est le mot qui a été utilisé. C'est le mot qu'ils utilisent. Donc, tu vois, tous ces mots, c'est des mots qui viennent du monde des affaires, du monde des commerces, où on fait un entre-soi. Voilà ce que moi je crois. Donc, on a écouté le M. Oden Aladatin qui montre que c'est le président qui révèle une double négation. Et Hassan Sebou, je crois que c'est ça, Hassan Sebou lui dit que lui, il a fait de son propre chef, mais non, il s'est entretenu avec le chef de l'État à ce sujet. Le chef de l'État vient pour dire que lui ne veut pas qu'une virgule soit changée. Ouais, tout ça, ça fait une cacophonie qui n'a pas de sens, quoi. Et cela va avec des communications qui n'ont même pas de sens et qui ressemblent beaucoup plus à un one-man show où les gens se gargarisent, ils se font plaisir à eux-mêmes, pensant qu'ils sont en train de parler au peuple. Vous l'avez dit tantôt aussi, le problème véritable n'est pas la révision en elle-même, mais c'est la manière dont elle se fait. Et autre chose qu'on pouvait retenir, le projet qui est actuellement à l'Assemblée doit amener à écouter le mandat de,
de Patrice Talon, son mandat actuel. On sait qu'il avait allongé son mandat. Maintenant, il veut écouter son mandat. J'ai écouté Maître Robert Dossou qui lui dit qu'il est fondamentalement contre les révisions qui amènent à modifier la durée du mandat. Quel est votre avis sur la question? Mon avis sur la question est celle-ci. Avant Robert Dossou, je ne sais même pas s'il reprend le propos du professeur Joël Aïvor. Joël Aïvor, c'est ça qui lui a coûté la prison, là, ce problème de 45 jours où on rallonge. Et de mémoire, hein, le professeur Joël Aïvor, il disait que si on laisse passer cette fois-ci cela, les autres peuvent se permettre de changer tout ce qu'ils veulent du jour au lendemain. Et c'est à cela qu'on assiste. Donc, il a parfaitement raison, le professeur Robert, c'est Robert Dossou. Donc, il a parfaitement raison. Mais pour ça, je l'avais aussi avait dit ça. Encore que je vais faire rapidement, je vais bifurquer rapidement là. Et si finalement ceux-là qui avaient arrêté des gens ou bien écouté des mandats de 45 jours en viennent aujourd'hui à vouloir l'écouter encore et mettre devant la scène publique qu'il y a erreur, ça veut dire que ça pose problème. Donc finalement, je ne vois même plus le bien fondé du fait des gens qui gardent en prison. C'est ça qui a amené les gens en prison. C'est au nom de ça qu'on a tué. C'est au nom de ça qu'on a tout fait. Et en principe, il devait quand même d'abord libérer les gens avant de commencer le débat sur une nouvelle révision de la Constitution. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas du tout conséquents. Et ça pose un gros problème. Et au lieu de cela, au lieu de fonctionner comme ça, ce sont ceux qui donnent aujourd'hui des leçons d'éthique, de morale et de c'est même pas aux gens. Ça pose un problème. Et c'est dit, actuellement, je crois que nous sommes totalement face à des gens qui sont complètement perdus, où la communication gouvernementale ne fonctionne pas et ça, le talon lui-même le prend en compte. Et je ne suis pas trop sûr qu'il le réussisse non plus. Parce que chaque fois qu'il sort, ça en ajoute à la confusion. Ben, comment on peut comprendre que, parce que la Constitution révisée en 2019, elle a été faite avec une assemblée qui était à 100% euh, acquise à Patrice Talon. La Cour constitutionnelle était aussi à 100% à Patrice Talon. Comment se fait qu'on se retrouve avec un dossier ou bien un document avec des incohérences qui pourraient bloquer les élections générales de 2026? Il y a un intellectuel au Bénin qui disait qu'il y en a qui sont formés à l'université de Bagdad. Voyez-vous, et quand vous prenez la Constitution, elle est tellement très sérieuse, parce que moi j'ai fait quelques années de droit, hein, comme vous peut-être, et que de les laisser aux gens qui sont dans l'improvisation. Sinon, c'est quand même surprenant qu'on puisse en arriver. Et j'ai écouté le talon qui dit que c'est juste une erreur de technique. Ou bien il a utilisé un terme, ça m'a même fait sourire. C'est des erreurs à ne pas commettre. Et depuis ce temps, personne ne s'est aperçu de ça. Subitement, c'est maintenant qu'on perçoit cette erreur. Et on veut faire endosser cela aux autres. Et pas endosser, mais on montre que c'est les autres qui doivent faire des concessions. Non. Et donnez-leur le temps de digérer l'erreur que vous avez eu à faire et de reconnaître d'abord que vous avez fait une erreur et finalement, vous regroupez tout le monde et finalement, cette fois-ci, tout le monde décide. Donc, ce n'est pas du style où c'est M. Seboula se lève, on sait, il met des trucs dans les tests. On va continuer encore avec la même erreur. Et tout ça pour éviter quoi un dialogue national. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'on évite ça. On ne sait pas pourquoi on a cette phobie hein, avec ce gouvernement, ce régime pour ne pas appeler tout le monde à la table, discuter, on préfère prendre des entités de tel groupe, tel parti, après on reçoit tel parti. Ça, franchement, on est perdu. Quoi. Il faut être vraiment. On passe par toutes les émotions avec ces gens qui sont au pouvoir. Et c'est bien dommage, et c'est comme ça. Donc, il y a des erreurs, ils assument leurs erreurs et ils donnent le temps à ceux qui ont subi ces erreurs. Des gens sont morts, et il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont en exil, et on leur donne quand même le temps de digérer tout ça. Ceux qui poursuivent la lutte doivent avoir le temps de digérer tout ça avant de savoir finalement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'idéal aurait été de convoquer des gens qui savent faire. C'est pas ça qui manque dans le pays. Nous sommes connus pour avoir des gens très compétents. Nous ne sommes pas un désert de compétences comme cela a été dit et pour que ça soit dit finalement, qu'est-ce que nous voulons? Si c'est vrai qu'on veut une constitution qui reflète le point de vue du peuple. Parce que la constitution, telle que fait la constitution Halloween hein, de 2019, là, c'est un an de soi. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cet an de soi qu'on veut faire avaler aux gens, à ceux qui sont en face, et les autres disent non, nous, on a été dans les mêmes écoles que vous, et donne le temps de digérer un peu tout ça, et on verra ce qu'on pourra vous proposer. Et sans être Le, membre d'un parti politique, c'est ce que je peux dire. ouais. Le vrai enjeu dans ce débat de révision probable, c'est on se demande qui devrait parrainer les candidats en 2026. Est-ce que c'est les maires et les députés actuels
qui devrait le faire pour les nouveaux, ceux qui seront élus en 2026. Vous, c'est quoi votre position? Est-ce qu'il y a vraiment un débat à ce niveau? Bon, quand on voit la chose, il y a une erreur de date. C'est vrai, on voit que, déjà parlons de ce que veulent ceux qui sont au pouvoir. Là. Ils veulent que ce soit les gens de 2026 et qui parrainent, hein, qui seront élus en 2000. C'est ça qui fausse le débat. Donc, on ne commence pas à discuter en disant, voilà, et ce que moi je pense, et c'est ça que vous devez faire. C'est parce que c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est de retourner le stigmate. Non, c'est pas le stigmate, c'est de retourner l'erreur. C'est-à-dire, c'est de montrer que c'est celui qui a une erreur et qui n'est pas en faute, quelque chose comme ça. Donc, ce que moi je crois, et c'est vrai que si les députés, ceux qui seront élus en 2026, tel que le truc est fait, il va falloir décaler des dates, parce que c'est des dates qui coïncident. C'est ça en réalité. Donc, on ne peut pas tout de go dire, moi, je suis pour que ce soit ceux de 2026, mais que ce soit ceux qui sont actuellement là. Encore que ceux qui sont là, à un moment donné où il faut parrainer, il y en a et qui ne seront peut-être pas députés, ne seront pas députés, hein, ni élus. Donc, c'est pas à nous autres d'assumer des erreurs comme ça. Donc, que tout passera par un dialogue. Pour l'instant, on donne d'arbitrer entre des avis personnels, en fait. C'est ce qui se passe. Parce qu'à force de voir cela gouverner, on a l'impression qu'ils ont acheté le pays. Et toutes les décisions qu'ils prennent doivent être comme des paroles d'évangile que les autres doivent suivre, ce qui n'est pas normal. Voilà. Je ne peux pas, je n'ai pas un avis tranché et je suis pour un dialogue plus étendu, plus large que cela. C'est la première fois quand même la Constitution qui a existé depuis là, changé en 2019. Il y a des bouts de phrases dedans qui sont même issus des choses de là bas palabre. Hein? On a été partout, on a écouté tout le monde. Pourquoi maintenant on veut que ce soit un petit nom qui décide de tout au nom de tous? C'est là où se trouve le problème. Mais l'intention derrière le fait que je souhaiterais que ce soit les députés de 2026 qui parrainent et n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit. Et dans la bouche de ces gens-là, quand ils commencent comme ça, il faut faire beaucoup attention. C'est ça qui fait la réticence du peuple. Sinon, si on voit la logique de coïncidence des dates, on peut encore excuser l'erreur, hein, des dates, encore que on ne doit pas l'excuser cela parce qu'ils se croient tellement intelligents en faisant des trucs en catimini. Et c'est sûr que c'est des tests qu'à un moment donné, c'est la révision la plus longue. Mais la nuit, on est là, d'autres sont encore en train de taper des choses, on ajoute des choses, finalement, c'est pour venir à des erreurs. Mais une seconde fois, je le dis, avant que ce débat n'aille plus loin que ça, faudrait premièrement libérer des gens qui ont été enfermés, tués, libérer les gens qui ont été enfermés pour rien, quoi, par rapport à des erreurs comme ça. Et je disais dans une de vos émissions, parce qu'on dirait que ça a été confié à des vendeurs à la sauvette, et tout me donne raison aujourd'hui. En son temps, les gens ont rigolé quand il a dit ça. Et quand on voit une constitution comme ça où les gens se tombent carrément de date alors que les calendriers ne changent pas. Voilà. Vous venez de le dire aussi, certains Béninois y voient un piège, le fait que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Parce qu'actuellement, au moins, on a 28 députés des démocrates à l'Assemblée, qu'il y ait possible un risque en 2026 que le nombre soit réduit ou on peut noter même l'absence totale des députés de l'opposition à l'Assemblée comme en 2019. Est-ce qu'il y a vraiment un piège à ce niveau? Exactement. Ouais, vous explicitez correctement ce que je mettais derrière ça. Parce que les gens vous disent, vous savez comment ils fonctionnent. C'est des gens qui n'ont jamais organisé une élection transparente, y compris même la dernière où on a 28 députés. Vous savez comment ça s'est soldé. On fait une liste, après on change la liste. On ne veut pas montrer certains PV et tout ça. Et ces gens-là vous disent non, on ne veut pas que ce soit ceux qui sont là actuellement et qui parrainent ceux de 2,26. Mais le truc est vicié dès le départ. Donc, dire que les autres, aux autres de faire des concessions, non, ils n'ont pas de concessions à faire. Je dis, donnez-leur le temps de peser le pour et le contre de ça avant de pouvoir prendre une décision. C'est vrai que, bon, ils ont une majorité pour travailler. Au niveau du code électoral, ça va passer. Mais la Constitution en elle-même, avant de toucher à la Constitution, il faudrait que les chiffres dans le nombre de députés de l'opposition changent considérablement. Donc, il y a tout ça. Mais quel calcul il y a derrière? Est-ce que cette fois-ci encore, voilà ce que le Béninois qui a suivi l'actualité de façon ordinaire comme nous autres là, va dire. Mais ou bien ils veulent encore attendre, passer par la force en 2026, comme ils ont l'habitude de le faire, avoir un truc monocolore et s'imposer. Ça, c'est des questions qu'on est en droit de se demander cela. Et c'est ce qui pose problème. En plus, moi, je vois que le débat est même encore beaucoup plus chaud et très, très animé au niveau même du peuple qu'au sein de la classe politique de l'opposition, hein, cette fois-ci. Parce que les gens commencent à comprendre comment fonctionne ce régime-là. Encore que si on interroge comment
ils se sont octroyés le mandat actuel. C'est ça, ça fait le pire, quoi. C'est comme ça. A écouté Patrice Talon le 8 février dernier, il a dit qu'il ne souhaitait pas, ou bien il ne souhaite pas qu'une virgule de la Constitution soit touchée. Et est-ce que dans l'état actuel, on peut euh, améliorer le calendrier électoral parce qu'il y a peut-être une incohérence au niveau des dates sans forcément toucher à la Constitution selon vous? Oui, mais sauf erreur de ma part, les dates sont dans le code électoral, mais les conditions les élections qui doivent avoir lieu et tout doivent être dans la Constitution. Ça, c'est le point. Mais je me suis beaucoup plus intéressé au parrainage. C'est ça qui, je l'ai fait, ça fait 2 à 3 jours. À savoir, parce que moi, mon problème est outre, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour être en cohérence avec mes propos dans ce que je dis. Je dis, ce n'est pas le fait de changer la Constitution qui pose problème. On me disait changer la Constitution. Je dis, on ne touche pas au nombre de mandats, 2 mandats non renouvelables, d'accord. Mais pour moi, le parrainage doit sauter. Donc, j'étais allé voir pour le parrainage, par contre. Je me dis, non, mais le parrainage est fixé par la Constitution, mais les modalités sont dans le code. Donc, apparemment, pour les dates aussi, ça doit être comme ça. Donc, mais si on nous dit, eux-mêmes viennent dire que c'est là, ils introduisent une modification de la Constitution avec un régime comme ça, il faut faire beaucoup attention. À tout moment, et d'autres tests qui ne sont pas rendus publics sont dans le test. Parce qu'il y en a qui finissent là dans la nuit au moment où tout le monde dort. Donc, c'est-à-dire que c'est notamment, ils font tout. Et c'est un nom de soi. Mais c'est vrai que les démocrates ont une minorité de blocage s'ils ont le nombre là qu'ils ont. C'est d'accord. Dit je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. La parole de Talon de ça dit ça, bon, je vais le dire brutalement comme ça, hein, ça ne vaut plus grand-chose. C'est-à-dire que c'est dommage, mais c'est comme ça. À force de ne jamais tenir les promesses, et même là, sous serment, il a parlé sous serment, il a violé. Donc finalement, il reste quoi? Il ne reste rien. C'est en cela que, pour beaucoup qui suivent l'actualité, les prises de parole répétées de Talon deviennent un one-man show. Tu vois, il fait la promotion culturelle, il est dans les fêtes, tout ça. C'est dommage, mais c'est ce qu'on constate. Ouais, ouais. En recevant les vœux des membres de son parti ou bien de ses militants, Maître Adir Moukwedi aurait déclaré que le fait que Patrice Talon ait renoncé à un troisième mandat est ainsi de paix. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais est-ce que vous l'avez vu renoncer au troisième mandat? Monsieur Jossou, vous êtes un très bon communicant. Voilà, moi je vous ai connu dans l'opposition depuis Aïboli. Voilà, on ne peut pas vous dire, monsieur Jossou, bon, oui, parlons, talent à parler, est-ce que vous croyez? Média a parlé, est-ce que vous croyez? Le même Moukwedi nous avait dit que je ne veux plus d'hommes d'affaires, que le commerçant à la tête du pays. Finalement, il est avec les commerçants, il est avec les hommes d'affaires. Mais non, sa parole, c'est avec tout le respect qu'on peut devoir à quelqu'un de son âge, en dehors de la politique, respectons les autres. Et ça vaut quoi? Et ça ne vaut pas. Parce que si vous nous appelez là, c'est pour faire des analyses et non rester là, acclamés comme des militants de partis qui sont en train de suivre des propagandes. Ouais, donc, de ça, moi, de plus en plus, il faudrait même qu'on évite de demander des avis sur les propos des gens dont la parole n'a plus de consistance et qui ne sont pas conséquents vis-à-vis de nous. Forcément, on pourrait se demander, on pourrait se dire, parce que dans la sous-région, on voit actuellement ce qui se passe au Sénégal, c'est ce forcing de certains présidents à aller vers le troisième mandat qui amène les violences. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est dans cette vision qu'il aurait fait la déclaration? Non, mais pourquoi vous allez loin? Chez nous, depuis 2019, on est dans la violence. Les gens qu'on met en prison, là, chaque heure qui passe, ils sont en prison, mais on est dans la violence. On est dans un coup d'État. Et surtout avec ce qui s'est passé en 2021. Le problème que la gouvernance actuelle a, c'est le fait que ils ne rentrent jamais dans le rôle vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis de leurs militants devant qui ils font le show médiatique, ça peut passer. Il y a quelques journalistes qui mangent dans toutes les sauces et qui peuvent quitter notre homme d'affaires, aller devenir directeur responsable, aller interroger le chef de l'État, oui. Mais devant le peuple, c'est des gens qui ont perdu toute crédibilité. C'est ça qui fait totalement qu'ils sont là, qu'ils sont perdus. Hein, nous, la violence, c'est nous la violence. Il faut qu'on n'a pas besoin de sortir du Bénin pour savoir ce que c'est que la violence.
On a tué au nom de la loi. Il y a des réformes qui ont bu du sang humain. Il y a des gens qui sont en exil, comme je l'ai dit aussi sur votre plateau, peut-être, je crois. Et il y avait combien d'exilés en son temps, de Yahi, qu'on combattait. Et il y a un seul qu'on connaît, il rentre au pays, c'est lui-même que des villages d'opposants de partout. Et la violence, on n'a pas besoin d'aller au Sénégal et on n'a pas besoin d'écouter le Humbéli, pour tirer des conclusions. On sait que la violence, et ça induit de la méfiance et les gens n'ont plus confiance en leur gouvernants. C'est vrai qu'au le cas du Sénégal, on peut regretter ce qui arrive. Voilà quelqu'un, et M. Macky Sall, il prend le pouvoir légalement. Hein. Ce qui est quand même étonnant, tous prennent d'abord correctement le pouvoir, il n'y a pas de souci. On ne peut pas dire qu'ils ont tripatouillé à leur premier mandat. Mais subitement se transforment en autocrate. Et à un moment donné, ils pensent que le pays, ils l'ont acheté et ils changent les choses comme ils veulent. Je crois que c'était en février, là, ça doit se passer vers la fin du 24 février, quoi, là. Et Macky Sall dit, bon, écoute, moi, les élections, on va les mettre en fin d'année. Au nom de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en février, là? Qu'est-ce qui régit l'État? C'est-à-dire, nous sommes en face d'une crise de nos États. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et après, on va nous vendre que oui, il y a la CEDEAO des peuples. C'est maintenant qu'on fait la différence entre la CEDEAO des peuples et la CEDEAO des institutions. Je ne même pas fait la différence entre les deux. Ouais, donc, on n'a pas besoin qu'on tire la sonnette d'alarme. Tout le monde le sait, que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un système où ceux-là ont l'armée, ils ont les médias, ils ont toutes les institutions de contre-pouvoir avec eux. Mais c'est de commencer à travailler, à réfléchir. Ça, c'est le rôle des intellectuels. Mais comment nous allons faire pour dépasser cela? Que une seule personne arrive au pouvoir normalement avec un système démocratique que nous avons pensé juste là être bien, mais arrive à un moment donné à tout caporaliser. C'est là où se trouve le problème. Et c'est même pas ça, il a tout caporalisé avec l'aide de l'armée. C'est ça le problème aussi. Hein, il ne faut pas aller. On a tendance, surtout dans le cas de notre pays, à donner un blanc-seing aux gens de l'armée. Je ne dis pas, moi je ne suis pas militaire. Mais quand les gens ont le courage de faire comme ça, qui sont des civils, c'est qu'ils se basent sur l'armée. Ils se disent, moi j'ai des gens là, à tout moment ils vont tirer sur les gens, comme ça se passe chez nous là. On ne peut plus marcher dans le pays. Si tu fais tout, on va tirer sur toi. C'est le problème le plus profond. Et il va falloir, euh, celui qui va arriver après Talon, commence à vraiment, s'il veut réellement travailler, et lance des axes de réflexion et puis faire de grands chantiers cette fois-ci de lois consensuelles auxquelles il y a un parti pour savoir comment dépasser ça. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'un pays comme le Sénégal, c'est quand même pensable. Hein. Et encore que, bon, là, il y a un gouvernement intellectuel où finalement, quand les choses se passent, on voit des intellectuels qui vont dans les médias, qui écrivent et qui prennent des positions. Mais chez nous, non, rien. C'est dit que c'est normal. Hein, c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent du monde des affaires, s'introduisent en politique, s'achètent quelques intellectuels, et ces intellectuels-là, à leur tour, désignent aux commerçants et aux hommes d'affaires au pouvoir des intellectuels qu'il faut arrêter et pour avoir la paix. Ça pose un gros problème. Et il va falloir quand même qu'on commence à réfléchir dans ce sens pour que ça change. Ça ne peut pas toujours continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Ce que j'ai noté aussi sur les réseaux sociaux ou bien dans l'opinion, c'est que Patrice Talon vient de faire comme 4 sorties, ou bien, pour ne pas dire 5, depuis le mois de décembre. Mais les Béninois observent que pendant cette sortie, il y a des questions essentielles comme le quotidien des Béninois, le mal-être des Béninois, l'inflation. Ces questions n'ont jamais été abordées. Que toutes ces interventions ont été autour des questions purement politiques. Est-ce qu'on peut dire que les dirigeants sont totalement déconnectés actuellement? Ouais, mais il est au sol. C'est que vous le dites très bien. Talon, il est totalement au sol. Ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, on voit, voilà quelqu'un qui prend conscience maintenant que l'après-pouvoir pourrait être compliqué. Ça, il faut le dire sans embâche. Moi, je ne suis pas fonctionnaire au Bénin ou bien qu'on va m'arrêter parce que j'ai insulté quelqu'un. Je viens du monde de la presse, je sais comment parler. Mais nous sommes dans une gouvernance où Talon il est complètement au sol. Il vient dire aux gens des choses qui n'intéressent pas le peuple. Et c'est là que je parle de one-man show. Et Talon parle aux gens qui l'acclament et aux gens qui sont avec lui, quelques journalistes avec qui on a fait quelques répétitions. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, hein, mais il y en a là avec qui on fait quelques répétitions, qui sont là en train où on fait des gros plans, on le voit, ils sont contents, ils acquiescent de la tête. Le rôle d'un journaliste, ce n'est pas d'être admiratif de quelqu'un, c'est de poser les bonnes questions que le peuple pose. Donc, j'ai suivi la conférence de presse. Mais à part, j'ai vu notre compatriote de la presse internationale
qui étaient là, ils posent de bonnes questions. Mais à part ça, personne n'a le courage de poser des questions parce que vous mangez avec les gars, vous pouvez leur poser quelques questions. Les questions que les Bélois veulent aujourd'hui qu'on pose c'est d'abord la décrispation de la situation sociopolitique et économique dans le pays. D'abord, les prisonniers politiques, on les libère parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'ils n'ont rien fait. Et c'est ça qui fait toute la communication, la fausse communication, l'excès de communication, on se contredit, on dit des choses qui n'intéressent pas. C'est ce qui intéresse les Béninois. Deuxième chose, on se dit les chiffres sont bons, les chiffres économiques au pays. Mais quand les gens vous appellent, mais quand vous voyez partout les gens se plaignent, il y a un problème. Ça ne meut pas les gouvernants. Donc c'est sur ça qu'on attend le régime en place. À 2 ans de la fin d'un mandat de quelqu'un qui réellement dit je veux sortir par la grande porte, mais on n'en voit pas les actions. Et les déclarations sont totalement en déphasage avec la personne. Je me rappelle quand on reçoit les gens, les démocrates, lui, je veux rendre le pays tel que je l'avais trouvé. Je ne l'ai pas fabriqué, hein, moi, il a entendu comme ça. Je veux décrisper la situation politique. Monsieur Jossou, je ne pose pas de questions, hein, mais c'est bon, on griffe. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Même si c'est 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Et les mêmes gens, je ne sais pas qui les conseille en communication, reviennent encore et disent des trucs qui n'ont aucune assise sur le réel, ou bien on a créé une situation soi-même et on veut rattraper la situation, encore on le fait maladroitement, comme le cas du Niger. Mais tout ça, finalement, ça en ajoute à la confusion, en fait. Et on en est là. Et pourquoi, moi, je dis, il y a une grosse confusion et même la communication gouvernementale échappe même à la cellule qui s'en chargeait. C'est que Talon, il est obligé lui-même de venir chaque fois et parler. Et quand il parle, il finit. Là, on se dit, mais il a dit quoi? Ouais, ça pose un problème. C'est-à-dire, quand un gouvernant, ça devient comme ça, c'est qu'il faut soit commencer à préparer quelqu'un qui va le succéder pour crédibiliser la parole du dirigeant. Mais moi, ça ne me surprend pas parce que si on interroge les conditions dans lesquelles le mandat a été renouvelé en 2021, c'est ça qui amène tout ça. Il y a 2 manières de s'en sortir. C'était quand j'ai fini de prendre mon mandat dans ces conditions, je crée un climat je crée un dialogue pour reprendre la main. Hein, tout au moins. Non, mais on dit non, on veut faire croire aux gens que les gens qu'on a arrêtés, là, vraiment, ce qu'ils ont fait, ce qu'on leur reproche, là, ils n'ont vraiment fait. Ce qui est faux, ça pose un gros problème. On ne craint que du chef là, qui a un griffe qui se fait chef, l'armée qui le garde parce que vous faites le con, l'armée va tirer sur vous. Finalement, ce n'est plus un bon chef. Parce que ça ne va pas durer comme ça, parce que le peuple, il est plus nombreux que les dirigeants. Ouais, à un moment donné, quand le peuple, à un moment donné, va dire, écoute, c'est bon, quoi, ça suffit cette affaire, ça va finir, quoi. Et c'est ça, il faut faire beaucoup attention. Mais c'est bien beau aujourd'hui, on sort, mais ça n'aime personne, ça. C'est-à-dire, on a des intellectuels de grande qualité dans le pays. Ça va beaucoup les amuser. Et on le voit dans les sorties de Holo, on voit le monsieur, le professeur Holo, excusez-moi, nous vous donnons le professeur, pardon, de Robert Dessous, président Dessous. Mais ça se voit, c'est-à-dire que les gens savent que ce n'est pas c'est pas le Bénin, quoi, c'est pas nous. Mais ça continue parce que c'est-à-dire la tchatch, quoi. On fait la tchatch. Un dirigeant de tout un peuple n'est pas un promoteur de spectacle. C'est pas, c'est pas quelqu'un qui anime des cycles. C'est pas ça. C'est pas parler, impressionner 4 personnes dans le public qui sont assis là, ou bien dire, bon, on fait un message dans la presse internationale. Mais c'est-à-dire, comme le dit même Talon lui-même, et à chacun sa braise. Les gens ont d'autres problèmes à régler que de rester là à nous regarder. Ouais, et comme je l'ai dit aussi, bon, en citant, c'est-à-dire finalement, quand ça devient comme ça, c'est le peuple même qui règle son problème, quoi. Voilà, à un moment donné, le peuple va dire non, et ça suffit. Monsieur Casson, vous semblez dire que Talon est préoccupé par l'après-pouvoir. Mais pourtant, Ouais. lors de sa dernière conférence de presse, il a bel et bien dit qu'il n'a besoin de personne pour protéger ses arrières. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les faits et ce qu'il dit? L'impression que Talon veut qu'on garde souvent de lui, c'est qu'il donne l'impression qu'il est le premier président du Bénin ou bien le premier président de l'Afrique. Pour l'instant, tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il il est investi dans un rôle où finalement il a le pouvoir, des immunités, des trucs qui le protègent. Mais à un moment donné, pour peu qu'un démocrate, parce qu'à un moment donné, si l'explication ne veut pas le faire dans le dialogue avant lui-même, et quelqu'un d'autre qui va venir et va chercher comment le faire, parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison et qui n'ont rien fait. Et je prends le cas bon, entre autres, hein, mais ça, c'est on peut l'attribuer aussi au prochain, je vais voir. Quand le groupe de travail de l'ONU, il dit que le Bénin n'a plus produit aucune preuve que la ministre honoraire du Bénin, Ricard Madougou, ait fait quelque chose. On dit non, mais on ne le libère pas.
Parce que finalement, là, un exemple, quand Talon aussi est venu, on dit que le Bénin me devait des milliards. Quand il a appris qu'est-ce qui s'est passé, donc dit que je ne protège pas ses arrières, mais c'est bon, c'est bien beau de faire une déclaration. Et pour la presse, je ne dis pas qu'on va lui demander des comptes jusqu'à l'emprisonner, mais il y a aussi tout au moins le jugement moral. Le moment viendra, on va se dire, mais il faudrait qu'on s'explique sur ce qui s'est passé. On est quand même un pays. Et c'est pas la propriété privée de quelqu'un. Ouais, vous, donc, s'il a besoin de personnes, ça c'est bien. On ne peut pas interdire à quelqu'un de faire les déclarations qu'il veut. Il fait cette déclaration, mais derrière, il faudrait que c'est d'un pays qu'il s'agit. Maintenant, c'est vrai que rapidement, on peut mettre des trucs dans des immunités, dans des amnisties, comment on appelle, oui, général des gens. Mais quelque part, c'est son nom quand même. Il a dit, ce pays, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, ou finalement, depuis 2019, en tout cas. Mais le pays est dirigé dans la violence et aussi dans la caporalisation des institutions de contre-pouvoir. C'est vrai que les démocrates sont là aujourd'hui. Bon, voilà, ça semble bouger un peu. Mais ce n'est pas encore ça. Parce qu'on organise des élections aujourd'hui, M. Jossou. Ça va se passer exactement comme ça s'est passé les autres années qui sont, les autres élections qui sont passées. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a évolué? On n'a pas du tout évolué. Et c'est la conditionnalité, c'est à cette condition que ce régime-là puisse se perpétuer juste là. Pas la force, et pas la ruse, et pas tout. Et pas aussi ceux qui ont commencé là maintenant, communicateur à travers, et on organise des spectacles, et parce que pour distraire les gens. Non, mais c'est plus que ça, en fait, l'affaire. Et pour beaucoup, certains commencent à voir venir ça, mais c'est quand ça va finir là, quand on dit, mais on s'est fait berner. C'est pas ça. Si les jeunes qui nous écoutent, M. Dossou, et croient que c'est ça la gouvernance démocratique et qui n'a pas besoin de développement, qui n'a pas besoin de démocratie, mais ils se trompent largement. Et, ils ont l'avantage d'avoir traversé quelques gouvernances, d'avoir connu quelques gouvernances, et ce n'était pas ça du tout. On n'était pas forcément le plus grand modèle, mais on était quand même apprécié pour la qualité de ce que nous faisions, de l'apprentissage démocratique que nous faisions. Mais depuis 2019, tout a basculé et on est face à des gens obstinés et qui s'auto-félicitent et pensant que c'est tout le peuple qui est d'accord avec eux parce qu'ils ont tous les ressorts du pouvoir en main. Donc, voilà, merci. Toujours lors de cette sortie médiatique, Patrice Talon a évoqué notamment la situation du Niger. Et vous l'avez dit, euh, le groupe de l'ONU sur la question des droits de l'homme avait demandé la libération de la ministre Rekia Madougou du fait que le Bénin n'a pas pu produire des preuves des faits qui étaient reprochés à Rekia Madougou. On sait aussi par le passé que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple n'ont jamais été respectées par le Bénin sous Patrice Talon. Alors qu'aujourd'hui, on a compris de son intervention que c'est en voulant respecter les décisions sous-régionales de l'UMOA qu'il a fermé les frontières. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures dans le respect des décisions de la communauté internationale? Non, mais c'est dans le. Bon, mais est-ce que c'est même le respect d'une communauté? Baptiste Talon participe à tout ce qu'il y a comme réunion qui aboutit au fait que par tous les moyens, nous allons restaurer, même pas, y compris par la force, le régime de Bazoum. Monsieur Jossou, je ne dis pas des bêtises, sauf je ne dis pas des bêtises. Donc, on peut pas, c'est pas une décision qui est venue d'ailleurs. Notre pays, disons ça comme ça, même si le pouvoir qui a été pris en 2021 dans les conditions que nous savons, et les gens finalement, pas, ils sont devenus des autorités de fait, ont participé à une réunion où on n'a pas oublié les séquences. C'est tout récemment, avec le jeune ministre, le ministre des Affaires étrangères qui vient, qui dit des choses hors sol, qui vient d'arriver, qui dit oui, lui-même il reprend le discours, oui, par tous les moyens, nous allons. Non, ça, c'est pas, on n'a participé à une décision, on a été même les têtes de pont, comme si nous, on avait la plus grande armée qui pouvait aller restaurer et mettre Bazoum au pouvoir. Mais ce qu'il faut demander comme question, monsieur, je crois que c'est demain, pourquoi ce changement de langage aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où nous voulions remettre ces gens-là, et pas la force, et monsieur Bazoum, pas la force, lui donner son fauteuil présidentiel, et maintenant où, et finalement, on dit non, mais c'est la CDAO des peuples qui n'a pas marché, donc, on devait conserver l'esprit de la CDAO des peuples. Et c'est au niveau de nous, l'organe, que ça ne marche pas. La conférence des chefs d'État, c'est ce qu'il dit.
Mais c'est extrêmement malheureux. C'est même triste, quoi. C'est vraiment malheureux. Quand on est un grand, on ne parle pas comme ça. Il faut être quand même cohérent au moins quelques temps que de dire, mais pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, on est en train de s'auto-flageller. On dit aujourd'hui qu'on perd des milliards, on perd beaucoup d'argent et tout ça. Donc finalement, c'est quand l'argent arrive là qu'on commence à voir clair. Mais au moment où on faisait les fous, ben c'est ça qui est un reflex en fait, parce que le peuple béninois était toujours, tout est fait au Bénin, y compris la force. Mais quand ce truc du Niger était arrivé, je crois qu'on n'a pas dû bien voir comment communiquer. On utilise les mêmes expressions par rapport à un peuple, comme si c'était des délinquants qui arrivent au pouvoir au Niger. Moi, je ne suis pas nigérien. Mais quand on suit un peu l'actualité, on sait comment Bazoum est arrivé au pouvoir par le Dauphinat. Et vous voyez, on sait comment il est arrivé au pouvoir par le Dauphinat. Si à un moment donné, entre eux, je ne sais pas quel marché ils ont conclu, ça n'a pas marché, ce n'est pas à nous d'aller faire la police dans le pays des autres. C'est vrai que nous appartenons à une communauté, mais quand on prend une décision, ce n'est pas nous qui faisons ceux qui sont les grands exécutants. C'est même méconnaître l'histoire de nos peuples. Le Bénin ne se limite pas à Ouida, à Bomé et Cotonou. Vous voyez, il y a des gens qui sont à Malanville qui vont travailler de l'autre côté, ils traversent le pont pour aller travailler là-bas. Et l'histoire des peuples africains, c'est dans les migrations. Nous bougeons beaucoup entre nous là. Les frontières sont des frontières créées et comme ça. Et on se lève un matin, on dit cela avec nous commerçants qui sont nos frères, qui sont nos femmes, nos enfants, tout ça. On coupe tout. La mesure frappait les dirigeants, mais ça, c'était le peuple qui en pâtissait. Tout le monde voit que c'est le peuple ceux qui prennent des petites vidéos qu'on voit là, c'est le peuple qui parle. Ouais, donc, on ne peut pas dire que deux poids, deux mesures, quand ça arrange, oui. C'est-à-dire que quand ça n'arrange pas l'autocrate, il dit non, moi, cette décision, moi, je ne les applique pas. Et ce n'est même pas, il faut pas, c'est facile quand même parfois de mettre talon. Talon, il n'est pas lui seul l'homme de droit, le constitutionnaliste, c'est tout. Hein. C'est-à-dire qu'il faut remonter toute la chaîne de ces cadres-là qui prennent des décisions sous lui. Et ce n'est même pas encore fini maintenant, partir des ministres conseillers, tout ça. Je ne sais pas pourquoi c'est doublé, est-ce que les autres sont compétents ou pas, mais je ne sais pas. Mais ça, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Donc, des ministres conseillers qui vont faire les doublures des autres. Donc, on a un gros problème. On a un gros problème. Quand on arrive quelque part, et quand on ne comprend pas, c'est vrai qu'il faut s'associer à des intellectuels. Mais je crois qu'au niveau de ces intellectuels, ça pose un problème. C'est-à-dire on les met sur les tirets, on fait ceci. Et ils n'ont pas le courage de dire non, ça ne se passe pas comme ça. Et le plus grand malheur de notre pays est venu de cette faculté de droit où beaucoup de ces professeurs de droit qui ont travaillé avec ce régime ont foutu n'importe quoi dans des tests. Ils ont tout transformé en loi. On a fait des revirements jurisprudentiels à la Cour constitutionnelle. Tout ça, tout ça, c'est pas joli, c'est pas bien. Et donc, c'est pas, quand ça arrange le régime, ils vont dire oui, on applique, mais quand ça ne les arrange pas, ils n'appliquent pas. Donc, le Niger les a arrangés à un moment donné, on a monté les muscles, mais continuons. Hein? Continuons, on va voir jusqu'où. Et ça ira de prendre cette décision-là que de discuter avec les gens. On refuse la discussion chez nous, on refuse la discussion avec les autres. Et ça n'a pas commencé avec le Niger, M. Diossou. Vous savez qu'avec le Nigeria, on est resté aussi longtemps comme ça. Hein? Et c'est pas bien. Et quand on agit comme ça montre qu'on est un pays quand même qui peut compter sur soi. Or, aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie, y compris les pays occidentaux que nous prenons comme modèle. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Bénin accuse le coup sur le plan économique? Parce que aux premières heures, en juillet 2023, tout juste après le coup d'État, on a suivi le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngouedi, qui a répété longuement que le Bénin était résilient, que la fermeture de la frontière ne devrait pas avoir d'impact sur l'économie du Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont sous-estimé l'impact économique de cette fermeture sur l'économie béninoise? Donc, mais c'est qu'ils ont voulu vite exercer la violence parce que c'est un réflexe. Malheureusement, ça s'est retourné contre notre économie et le porte-parole du gouvernement, il a sa réponse dans la conférence de presse de son patron. Voilà. Voilà. Le patron, il reconnaît quelque part qu'il y a problème. Donc, il ne faut pas aller non plus chercher la réponse à la question que vous nous posez. On va aborder un autre sujet maintenant. On a appris cette semaine que le Bénin a mobilisé avec enthousiasme 750 millions de dollars sur le marché international. Certains déplorent le fait que, avant d'aller sur le marché international, ce projet de mobilisation de ressources n'ait pas été soumis à l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement était obligé de passer par ce filtre avant d'aller sur le marché international, M. Kassou? Non, mais il n'est pas trop sûr parce que, sauf erreur, je me rappelle que
il y a une loi qui passe là où le président peut prendre son jet privé ou bien tout ça, aller chercher des crédits et il a un délai très long. Et sans souvent, il informe le peuple que et finalement, moi, je me suis endetté en votre nom. Je ne sais pas si ça a changé en temps. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu Oui, parler d'un oui, test oui, comme c'est ça. 90 jours Voilà. après, donc Et 90 ça, jours on en après. parlait autour, ça n'a rien donné. Donc, M. Jossou, dans ces conditions, en fait, nous sommes dirigés par des gens qui fonctionnent avec des techniques du monde des affaires. Je le dis tout le temps. Ils fonctionnent avec des techniques du monde des affaires. Or, les choses du monde des affaires, quand ils viennent en politique, se transforment en affaires. Finalement, et tout est opaque. Hein, et j'entendais un économiste fondamentaliste qui se définit, attaquer cela, dit je ne suis pas d'accord que ça soit en dollars et tout ça, et que moi je vais voir les Qataris et tout. J'ai quelques compétences en économie, mais je ne suis pas économiste. Mais ils n'ont pas, ils devaient quand même, tout se décide en fait. On ne peut pas se lever pour aller endetter un pays, effectivement, sans passer par des institutions habilitées à dire oui, nous sommes d'accord, à étudier même le contenu de ce que vous allez demander. Nous, on se lève un matin depuis un certain temps, depuis 2016, dans les journaux, on lit que voilà, on s'est endetté de tel truc. C'est la mode maintenant. Et c'est tout ça doit s'arrêter et il va falloir qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Bien sûr, avec des gens qui ne veulent pas discuter, ils n'écoutent personne, ils vont tout foncer comme ça jusqu'à ce que le système change. Et voilà. Donc, on s'est endetté et ils ne sont pas obligés. J'ai lu ça, j'avais vu ça quelque part. Et c'était une loi qui existait. Le président, on s'endette et c'est après on vous informe. Voilà. C'est comme ça le pays est devenu avec les tests dont on ne sait même pas si des juristes qui le font là sont des vendeurs à la sauvette ou pas. L'autre question d'actualité, c'était la mise à la retraite forcée des cadres de l'armée ou de la police. Euh, D'aucuns soupçonnent que cette décision a été brusque et puis ça risque, on a même appris que certains ont fait des crises cardiaques, comme on le dit, et certains fonctionnaires concernés se sont retrouvés à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que la décision on aurait pu prévenir, par exemple, ces personnes-là quelques mois avant que la décision ne soit rendue publique? Ouais, mais bon, de toute façon, il faut d'abord voir des gens qui prennent des lois comme ça et savoir qui sont les gens qui sont dans cette catégorie de personnes qu'on peut mettre à la retraite d'office. Est-ce des gens qui finalement ne sont pas du même bord politique que les autocrates qui sont au pouvoir, ou bien c'est des gens qui finalement à un moment donné on voit qu'ils ne sont plus aptes à être dans le métier, dans la profession. Le truc est plus profond que cela. C'est même pas avertir quelqu'un pour dire bon dans 2 mois vous serez admis à la retraite. Je crois que même c'est pas ça forcément. Tout se fait dans la discussion, mais il n'est pas trop sûr. Et que ces gens-là, même parce que j'ai vu des gens, même de la corporation, hein, qui sont surpris de constater qu'il y a des gens de leur camp qui vraiment vont là. Souvent dit oui, non, il y avait une loi qui avait été votée en son temps pour que les gens soient admis comme ça. Mais quand vous avez en face des gens qui règlent des comptes à tout bout de champ, c'est le système de gouvernance même qui est comme ça. Ils ont un problème avec toi, ils vont te trouver, coller quelque chose, te régler des problèmes. Et ce qui fait que même souvent, ceux qui prennent comme décision, ça peut être des décisions justes, mais ça ne passera pas parce qu'il y a des noms qui parlent. Vous voyez, et on voit un ancien policier qui était responsable de policiers qu'on met à la retraite d'office. On connaît cette technique-là en Afrique. Quand quelqu'un vous gêne, vous le mettez de côté. Donc, et ce n'est pas exclu quand on peut accorder le crédit à ceux qui disent qu'il y a dans ça des règlements de compte. Et la mesure, quand même, aussi, est quand même un peu antisociale. Parce que vous mettez quelqu'un qui ne s'est pas préparé à aller à la retraite, et sans cela, vous avez un peu raison, c'est-à-dire on aurait pu peut-être 1 an, 2 ans à l'avance et accompagner les gens qui seront peut-être arrêtés, qu'on doit mettre à la retraite forcée pour leur dire, mais comment vous allez vous reconvertir à d'autres métiers? Mais comment vous allez vous reconvertir avec votre pension de retraite? Comment vous pouvez l'organiser? Ça, c'est possible. Mais il n'est pas tout sûr que tout soit là, soit discuté qu'on ait discuté, qu'ils aient discuté avec les concernés. Ils sont levés sans doute un matin comme ça, ils ont découvert dans la presse comme nous tous là, et qui sont devenus des retraités d'office. OK. Avant d'aller à la conclusion de cette émission, je voulais quand même prendre quelques secondes pour lire les commentaires des internautes. Je remonte. OK. Monsieur Akambi, au fait qu'il a joint sa voix au nôtre pour présenter ses condoléances à la famille de Souleymane Aoulan qui est décédé cette semaine. Plus loin, OK, monsieur, toujours lui, en tout cas, il a apprécié la lecture que vous faisiez de l'actualité.
On a M. Sénat qui dit que ces gens-là ils sont hors sol. OK, c'est une expression qu'il a utilisée. Il parle sûrement des gouvernants. Donc, autre chose, il ajoute que le Bénin est dirigé au domino. Et on se lève, on fait ce qu'on veut et on brandit les muscles. Donc, voilà ce qu'il dit. Euh, le monarque dit que c'est rien et qu'ils auront leur salaire pendant. OK, par rapport aux personnes mises à la retraite forcée, euh, Patrice Talon aurait dit qu'ils auront leur salaire pendant 1 an à rester à la maison, mais le monarque, lui, ne veut pas laisser le pouvoir et rester chez lui. Et il emprisonne pour juste 5 ans, c'est 5 ans. OK, ça, M. Sernan. Et il finit. OK, il a dit que selon lui, c'est une mesure, la mise à la retraite forcée, c'est une mesure qui n'existe nulle part au monde. Et OK, donc voilà un peu quelques éléments que je voulais partager avec vous. Et aussi, je voulais rappeler que si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera disponible sur mon compte YouTube d'ici demain, l'intégralité sur mon compte YouTube Jules Diosso. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir toutes les notifications pour les prochaines émissions. Donc, en conclusion, Monsieur Kassoumon, dans la situation actuelle où on ne sait pas si on ira vers la révision de la Constitution ou pas, si on va modifier seulement le code électoral, quelle est l'urgence selon vous? Vous avez parlé de dialogue national. Est-ce qu'on met d'abord tout ça de côté et on va d'abord à un dialogue national? On vide la question des prisonniers politiques, des exilés politiques, c'est pour créer vraiment un environnement pour trouver un consensus autour de ce débat. Ok. Merci, M. Jossou. Donc, je disais tantôt, euh, il faut s'intéresser à ce qui préoccupe les Béninois, si tant est vrai que on veut finir, comme on a dit, en beauté, porter en triomphe ces 2 ans. Que de venir chaque matin et chaque 1 semaine, 2 semaines, au gré de l'actualité, y compris même quand des Brésiliennes font des danses lascives, on fait encore un entretien pour montrer la qualité de la danse. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous avons des gouvernements qui sont totalement aveuglés par le luxe qui les entoure, qui sont forcément financés par le peuple. Voilà le problème du peuple aujourd'hui. Les gens, ils ont peur de cette gouvernance-là parce qu'on arrête, on emprisonne à travers. Ils se constatent que des gens qui pourraient mieux animer pas mieux, mais qui auraient apporté leur contribution à la vie politique ne sont même plus au pays. Parce qu'on a tendance souvent à ne pas parler des exilés politiques, hein, parce qu'ils sont quand même très conséquents, M. Diossou. Vous êtes de la communauté diasporique comme moi. Vous savez que il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on parle des gens qu'on connaît. On a beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Il faudrait que ceux-là rentrent au pays, participent à la construction de notre pays. À moins qu'on pense qu'on n'a pas besoin de leurs compétences. On a des gens qui sont enfermés, qui sont des pères de famille, des mères de famille comme tout le monde. Des gens ne mangent pas à leur faim. Quand on le dit, l'impression, on le dit seulement pour meubler la discussion ou bien montrer que les autres ne travaillent pas. Mais c'est un problème réel. L'atmosphère sociopolitique est une atmosphère morose. C'est ça qu'il faut amener d'abord au peuple pour dire aujourd'hui, voilà ce que je fais comme truc. Et on ne le fait pas effectivement sous un claquement de doigts. Parce que s'ils ne savent pas comment s'en sortir, tout au moins, il faut avoir l'humilité de dire, bon, écoute, venez, on va s'asseoir, discutons comment nous allons faire. C'est vrai que souvent, quand je finis les émissions, les gens me disent, tu parles, je dis, non, mais c'est pas que moi, je ne suis personne. Vous m'appelez pour donner notre avis. Et je dis, j'en appelle au dialogue tout le temps pour finir. Je ne suis pas militaire, je ne vais pas demander autre chose. Non, je dis, mais pourquoi vous finissez comme ça? Vous dites, il faut dialoguer. Bon, si on ne dialogue pas, on va faire quoi? Mais vous êtes en face des gens qui disent, nous ne voulons pas dialoguer, je crois, le seul intelligent. Et donc, on se lève, quand quelqu'un se lève un matin avec une idée, on va nommer des ministres conseillers pour doubler les autres ministres. Et on dit, bon, allons-y. Bon, ça, c'est leur gouvernance à eux. Mais avec le peuple, c'est autre chose. Pour travailler dans le sens de ce que veut le peuple, c'est d'abord de décrisper la situation sociopolitique et de voir avec les partis politiques, pas en les convoquant, on appelle l'autre là, on appelle les bagages accompagnés après. Non, nous asseyons. Pas comme s'ils ont fait il fut un temps là. Hein, non, on appelle réellement les gens pour dire vraiment, moi, je veux finir mon truc de façon apaisée, comme il a dit, parce que. Et maintenant, joindre une fois la parole à l'acte.
C'est parce que c'est Talon même qui le dit. Hein, je veux quand même travailler dans l'atmosphère. Non, c'est ce qu'il faut faire d'abord. La Constitution n'est pas la préoccupation pour l'instant, tout de suite là. Qu'on libère d'abord les prisonniers politiques, que les gens rentrent au pays. Mais là, on se met dans une autre dimension, une autre dynamique des gens qui veulent apaiser les choses. Et ça se remarque finalement qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, quand on voit la logique des dates dont on parle, c'est vrai que, bon, quelqu'un qui est de l'opposition, il va tirer un peu. Mais il y a une grosse erreur dedans. Et si réellement des gens qui ne sont pas qui sont en fin de mandat euh, parrainer des gens alors qu'ils ne sont pas, ça pose aussi un problème. Mais on ne peut pas l'accepter aussi facilement parce que les gens n'ont pas leur tête à ça. Il faut leur donner le temps de gérer. Ricard Madou est quand même des démocrates, voyez-vous. Et le professeur Joël Ivor, il a un mouvement politique qui vient d'être mis sur les fonds baptismaux. Et les gens viennent quand même de quelque part. Ils font, donc, vous gardez leurs gens et vous voulez maintenant finalement faire qu'ils fassent des concessions, mais vous n'avez pas acheté le pays, M. Yossou. Donc, moi, ce que je crois, la Constitution est faite pour quand même, de temps en temps, consensuellement, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment accorder les choses, parce que nous sommes dans un monde aussi où les choses changent. Même l'Église qui fonctionne avec le dogme a fait des ouvertures, on a vu ces derniers temps, même si ça ne passe pas. Mais ce n'est pas qu'on s'arrête là, on se lève un matin, on dit voilà, nous on a pensé pour vous et ça doit passer. C'est ça que le Bénin subit depuis 2019. Nous avons quatre familles ou 5 personnes là, y compris un seul homme de droit il connaît tout du droit. Même bien il vient du droit privé. Il connaît tout du droit, tout l'aspect du droit, il connaît. Et quand on fait les tests après, on veut faire subir aux autres qui n'ont pas fait ces tests-là. Et les conséquences des trucs, on leur dit non, mais écoute, assumer. Non, personne ne veut l'assumer. Maintenant, c'est facile, je t'entends à bout de talent dire que les autres sont dans les calculs, mais attends, autant les partis qui gouvernent sont dans le calcul, ceux qui sont à l'opposition veulent accéder au pouvoir, ils sont aussi dans le calcul. Et ils ont le peuple avec eux dans ce contexte-là. Il ne faut pas le nier. Parce que le show qui se fait, le one-man show qui se fait, ça ne concerne que les gens qui sont au pouvoir. Et celui qui le fait, il ne faut pas oublier que c'est lui le chef de la majorité. Ce n'est pas, c'est le même talent là qui est devant nous, ce n'est pas un autre. Ouais, moi, je ne peux qu'en appeler toujours au dialogue. Et c'est du dialogue d'abord, de la décrispation de la situation sociopolitique, du dialogue quelque part. Parce qu'on est obligé de dialoguer. Là, on ne peut pas vous dire, si Talon ne dialogue pas, s'il refuse le dialogue jusqu'au bout, ça veut dire qu'il va venir dans la violence jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire. J'attends que quelqu'un vienne me contredire, me convaincre du contraire. Parce que ce qui pose le gros problème à ce régime actuel, c'est les conditions du renouvellement du mandat de 2021. Et tout avait même commencé depuis 2019. C'est pas parce que les gens se taisent, les gens n'ont pas la mémoire courte. C'est là où ils ont trébuché. Et ça, présent, on essaie de dire, soit nous allons décrisper, soit nous continuons dans la violence jusqu'à la fin. D'où des problèmes aujourd'hui à savoir même qui va assumer cet héritage de violence-là. Ça, c'est un autre débat. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michael Akassoum. Je vais juste rappeler tous nos rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, on est le 11 février. Donc, la finale de la CAN, c'est aujourd'hui. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va revenir à l'heure habituelle de l'émission, c'est-à-dire 19h de Cotonou, 19h de Paris et puis 13h de New York. Donc, n'oubliez pas que depuis un certain temps, on a commencé le dernier dimanche du mois, de chaque mois, on va recevoir 2 journalistes professionnels qui, qui vont jeter leur regard sur l'actualité du mois. Donc, on a fait la première émission le mois de janvier. Donc, prenez le rendez-vous pour le dernier dimanche du mois de février. On aura encore 2 professionnels des médias pour analyser, porter un regard différent aussi sur l'actualité. Aussi, les samedis à 19h, toujours de Cotonou, de Paris et puis 13h de New York. Vous pouvez me retrouver en direct sur ma page, sur mon compte YouTube, un direct aussi sur l'actualité. Et ce direct est diffusé simultanément sur mon compte TikTok. C'est avec mon nom, Jules Diosso. Vous pouvez retrouver aussi l'actualité. Et puis, enfin, tous les dimanches, et votre émission, l'émission que vous suivez actuellement, dimanche, on se dit tout. Ça, c'est tous les dimanches à la même heure, 19h de Cotonou. Donc, je vous remercie encore une fois, M. Michael Akassoum. Cette émission est dédié entièrement à M. Souleymane Aouna qui nous a quittés cette semaine, qui a énormément contribué à notre émission. Et c'est quelqu'un qui était tout le temps disponible, même si tu l'appelles 1 heure avant l'émission pour dire j'ai besoin, mon invité va faire défaut, j'ai besoin que tu sois là. Il va tout laisser tomber et puis il sera là pour t'accompagner. Donc, c'est vraiment un vide qui laisse. Donc,
Je présente encore nos condoléances à sa famille et à tous ses amis, tous ceux qui l'ont connu. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci beaucoup.